Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, et voilà, nouvelle semaine qui commence après la quotidienne d'Adil Farkan, les informés. À 19h-20h, place à Time Foot en ce 17 janvier 2022. L'Algérie au bord du chaos en Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La Sierra Leone justement qui impressionne lors de ces matchs de poule. La Tunisie aussi qui cartonne, sans oublier Benzema. Et oui, le Français le plus titré de l'histoire. On reviendra sur cela, c'est promis. Vous restez avec nous, le numéro du standard pour réagir, le 01 53 48 3000. Et n'oubliez pas, tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit sur le site internet beurrefm.net et aussi sur les différentes émissions, notamment la matinale avec Kim, on peut vous faire revivre les dernières infos, vous donner aussi la tendance concernant cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Nous, on va partir avec le JT Sport de Jason. C'est parti. Time Sport. Et on démarre les infos de ce lundi par un communiqué de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui confirme que le pass vaccinal a bien été adopté et deviendra donc obligatoire sur tout le territoire français dès sa promulgation pour l'ensemble des joueurs professionnels ou étrangers. Et à l'étranger, justement, Paul Pogba retrouve l'entraînement du côté de Manchester United après plus de 2 mois d'absence suite à une blessure à la cuisse droite contractée lors d'un entraînement avec l'équipe de France. Et à l'inverse, Samuel Umtiti, du côté du Barça, va se faire opérer et manquer plusieurs mois suite à une fracture au pied droit survenue à l'entraînement il y a quelques jours. En tennis, Hans Jabber a déclaré forfait pour disputer le premier tour de l'Open d'Australie après une blessure survenue au dos la semaine passée. Et toujours dans cette même compétition, Rafael Nadal, tête de série numéro 6, a vécu un premier tour tranquille. Face à Marco Giron, l'Espagnol a fait plier l'Américain en 3-7, 6-1, 6-4, 6-2 ce matin à Melbourne. Et on termine avec de la NBA après avoir manqué 5 matchs en raison du protocole Covid. Rudy Gobert a retrouvé ses coéquipiers lors de la victoire de Utah sur le parquet de Denver dimanche soir. 125-102, le Français termine la rencontre avec 18 points, 19 rebonds et 2 contres. Voilà, c'est tout pour les infos de ce lundi en vous souhaitant une bonne émission, toujours spéciale Coupe d'Afrique avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Et merci Jason pour toutes ces informations sur la planète sport et ce soir avec moi pour m'accompagner durant 1 heure en ce lundi soir. On aura, il était invité, il revient avec nous en tant que consultant Premium et c'est Welsé Baong. Comment ça va Welsé? Ça va super. Ça va très bien? Très bien et merci pour cette nouvelle invitation. Ah ben nous aussi Welsé, pour le plus grand plaisir des auditeurs et des auditrices de Beurre FM. Boula est avec nous ce soir Wesley. Comment ça va Boula? Ça va très bien. On connaît bien le joueur Wesley. Ouais. Boula c'est un petit très bien, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Nous, un petit du 93. Hein. Ouais. Ah ben ça fait plaisir. Un potentiel pour aller très haut. Ouais. Mais bon, après, je suis content quand même qu'il se retrouve en tant qu'agent parce que tout ce qu'il a pu subir dans la gestion. On en avait parlé en émission en plus avec lui. Je pense que ça lui a apporté un plus qui va lui permettre de monter, que ces gamins, ils vont pas faire la même erreur. Bien sûr. Gentil. Il va les protéger. Voilà, justement, lui, il en apporte à chaque fois dans cette émission. C'est Juan José Dorado. Comment ça va? Hola, buenas tardes a todos. Très bien. J'ai une envie folle de parler de l'Algérie. L'Algérie avec Samir aussi, qui est là avec nous. Comment ça va, Samir? Salut tout le monde. Ça va. Hein. Un lendemain de défaite. Ouais, c'est un petit ça va tout comme Boula. C'est un petit ça va. Ouais, non, ça va. Ouais, Boula, arrête de me dire pas du tout. Tu me dis un petit ça va. Moi, je te le dis. Moi, je suis pas là. Moi, je suis conscient que le sport, ça reste le sport. Et ça va vite. À un moment donné, tu te retrouves dans des situations où en face, t'avais 11 joueurs qui avaient envie de battre l'Algérie, l'équipe à battre de l'Afrique. Tenant du titre de cette Coupe d'Afrique et des Nations. Et ce qui arriva. Puis bon. Après, c'est le problème. On va en parler avec l'équipe. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On accueillera aussi Hervé avec nous. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Time Sport. Le sujet des sociaux. Justement, avant d'entamer cette page Algérie, on va donner la parole à Samir avec l'Algérie justement qui est en grand danger tout de même. Hein. On a pu le constater hier soir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réactions ont fusé après cette défaite face à la Guinée équatoriale. 1-0. Ouais, déjà j'ai plein de choses à penser et à dire concernant le match de l'Algérie. Évidemment, beaucoup de déceptions hein, en tant qu'Algérien. Évidemment, on a envie que cette équipe gagne tous les matchs.
Donc forcément très déçu du résultat. Après, moi j'arrive à distinguer plusieurs choses dans ce qui s'est passé hier. D'accord. On a parlé dans toutes les émissions un peu des difficultés qu'il y a dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai tendance à dire que ce match-là, tu le joues 10 fois. Je suis quasi sûr et certain que l'Algérie le gagne 9 fois sur 10. Bon, hier, ils l'ont perdu. D'accord. Très bien. Sportivement, la pelouse, elle est la même pour les deux équipes. Les conditions étaient la même pour les deux équipes. Très bien. Bravo à la Guinée. Faut être sport. Faut les féliciter. Ils ont réussi à battre le champion d'Afrique. Bravo. Maintenant, il y a un point surtout sur quoi moi je veux vraiment appuyer. Alors c'est quoi? Au-delà du sportif, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé autour de cette sélection et de la déception et de la frustration qu'il y a eu après le match sur les réseaux sociaux, notamment sur les spaces sur Twitter, dans les Instagram, etc. Alors cette équipe, elle nous a fait rêver pendant 3 ans. Cette équipe, elle nous a donné du bonheur pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a eu la chance de ne pas perdre. Pendant 3 ans, t'as kiffé. T'as gagné une Coupe d'Afrique, t'as gagné une Coupe d'Arabe. C'est vrai que t'as pas perdu pendant 35 matchs. Tu nous as fait kiffer pendant 3 ans. Tu as perdu un match. Qui arrive. Je rejoins Boula dans son introduction sur ce qu'il disait. Il faut être sport. Le sport, c'est ça. C'est un jour tu gagnes, un jour tu perds. Là, on a perdu. Il faut l'accepter. Je suis convaincu qu'il y a des défaites qui font beaucoup de bien à des sélections. Je suis convaincu qu'il y a des éliminations qui font beaucoup de bien à des sélections. Et je suis sûr et certain, vu le mental du groupe, pour avoir d'ailleurs au passage, pour avoir échangé avec eux pas plus tard que ce matin déjà. Bien sûr. Je suis convaincu que cette possible élimination, on n'y est pas encore. Il reste un match jeudi. Mais cette possible élimination, cette mauvaise posture qu'aujourd'hui on a, là, à la minute où on se parle, je suis convaincu que ça va être une force énorme, que justement le groupe va encore plus s'unir. Ils ont vu en gros que ce qu'ils ont fait pendant, ils ont vu que ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, c'était complètement fou finalement, et que là la défaite, ce que ça a créé autour, ils ont vu en gros que finalement c'était pas commun ce qu'ils ont fait. Donc moi j'ai juste envie de dire une chose, contrairement à la déception, je l'ai, d'accord. Par contre, contrairement à plein de commentaires que j'ai lus, moi je tiens à féliciter Jamel Belmadi, je tiens à féliciter le groupe, je tiens à dire bravo à ce groupe-là, ils nous ont fait rêver pendant 3 ans, et franchement j'ai du mal aujourd'hui à leur tirer dessus, je n'ai pas envie de leur tirer dessus, c'est humain, on connaît tous le foot ici autour de ce plateau, ça arrive à tout le monde de perdre un match. Voilà, bravo à l'équipe d'Algérie. Wesley, on l'écoute concernant l'Algérie. On a en plus, c'est marrant parce qu'on a un petit peu échangé hier avec Samir. Moi je vois plusieurs choses. En fait, je vais plus parler de langage corporel. Sur le premier match, justement, j'ai vu des attitudes, notamment du coach. C'est pour moi, il dégageait énormément de sérénité. Et sur le premier match et hier aussi, je l'ai vu faire beaucoup de gestes, s'énerver, etc., etc. Et j'ai l'impression que ça lui ressemble pas forcément, du moins à ce stade des compétitions. Après, là où il faut nuancer, c'est que assumer le statut d'un champion en titre, c'est lourd à porter. On a beau dire ce qu'on veut, ça joue dans les têtes des joueurs, ça joue dans la préparation, etc. Et l'Algérie, chaque équipe qui joue contre l'Algérie, elle est à 300%. Maintenant, est-ce que individuellement les joueurs algériens étaient prêts à ça? C'est une question que je pose. Mais pour rejoindre ce que disait Samir, je pense que c'est une défaite qui va sans doute faire du bien, parce que quand l'Algérie gagne la CAN en 2019, elle n'est pas forcément favori. Personne avait forcément dit que l'Algérie allait gagner la CAN. Et je pense que le fait d'être dos au mur, en termes de remise en question, tu peux pas avoir mieux comme exercice. Donc je pense que c'est une défaite qui arrive bien. Après, toutes les réactions qui sont exagérées, etc., à un moment donné, les gens, faut qu'ils se rappellent que le football, c'est un sport où tout le monde peut battre tout le monde. C'est un sport comme ça. Et il ne faut pas jeter tout ce qu'a fait l'Algérie jusqu'à ce jour à cause d'un match. Et encore une fois, la Guinée a fait un gros match. À un moment donné, en Afrique, il y a de moins en moins de petites équipes. Faut que la CAN, c'est dur. Faut que les gens s'en rendent compte. Et on le voit, les matchs là, 1-0, 2-1. Bon, sur la deuxième journée un peu plus, mais c'est Sénégal pareil, Nigeria pareil. Enfin, il y a pas de 5-0. Les matchs sont mieux que la première journée. On a l'impression. Oui, sur la deuxième journée, ça s'ouvre un petit peu. Puis la troisième journée, les gens ils vont être obligés d'attaquer parce que t'es obligé d'aller chercher la qualif. Donc ça va un peu plus s'ouvrir. Mais voilà, qu'on se calme. Il y a des choses à dire sur l'Algérie, certes. Mais voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est super ça. C'est bien dit, Wesley. Ça fait le sourire aussi, Juan Trocé. Pourquoi donc, Juan Trocé? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Mais là, on se trompe. Il y a un mais. Alors, vas-y, Juan. Est-ce qu'on a le droit d'être dessus? Mais horriblement déçu. Oui, bien sûr. Parce que, excusez-moi, mais le Cameroun, il a fait le taf.
Le Maroc, même s'il n'a pas bien joué, il a fait le taf. Le Nigeria a fait pareil. Où est l'Algérie? Premier match, il passe à côté. Désolé. Deuxième match, il passe à côté. Ils sont champions d'Afrique. Ils ont gagné la coupe arabe. Sont les favoris. Et ils doivent faire le taf. Et ils l'ont pas fait. Et ça, c'est la réalité. C'est factuel. Je suis d'accord avec vous. On va pas tirer sur eux. Ils nous ont fait rêver. Ils ont gagné 35 matchs d'affilée pendant 3 ans. Tout ce que tu veux. Mais la réalité, de la Coupe d'Afrique des Nations, elle est différente. C'est qu'aujourd'hui, c'est la seule nation qu'on attendait et qui n'est pas là. Bon, elle n'est pas encore éliminée. Elle le sera peut-être, effectivement, dans 48 heures, dans 72 heures. Peut-être. On ne sait jamais. Mais le fait est qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait le travail. Et l'Algérie a un gros problème. Donc il va falloir trouver la solution. Alors, parce qu'après ce qui s'est passé en coupe arabe, ils ont quand même gagné. Ils étaient vraiment les grands favoris. J'ai une question pour toi. Samir, le problème, il est où? L'Algérie a un gros problème. Il est où le problème, du coup? Le problème, c'est qu'ils sont passés complètement à côté. Je ne sais pas si le fait d'être les favoris a perturbé cette équipe d'Algérie. Le fait que depuis des semaines avant que la compétition commence, on parlait d'eux comme les grands favoris, a peut-être perturbé, mais pourquoi pas? Mais à eux de faire le taf, et ils l'ont pas fait. Parce qu'à côté, encore une fois, il y a des sélections qui ont fait le travail. Je te dis, j'ai pas aimé particulièrement les matchs du Maroc. Mais ils se sont imposés. Les 2 matchs. Donc, il y a des sélections qui essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, ce qui n'a pas été le cas d'Algérie. Donc, oui, c'est très bien pour eux, parce qu'ils ont fait pendant 3 ans des superbes matchs. Mais aujourd'hui, c'est la grosse déception de cette CAN. Pour l'instant, c'est l'Algérie. Le Cap-Vert-Cameroun, 1 but partout, ça s'est terminé. Aussi, on le rappelle, le Burkina Faso, Wesley, et avec la venue d'Hervé, 1 but partout face à l'Éthiopie. Oui, Hervé, rapidement, on va donner la parole à Hervé et aussi à Boula. Ok, moi j'ai regardé le match du Cameroun et justement, je voulais rebondir sur ce qu'il disait. Moi-même, je suis originaire du Cameroun et j'ai pas peur de dire que dans le jeu, c'est très très pauvre. Mais à un moment donné, on ne gagne pas une Coupe d'Afrique comme on gagne un Euro ou un Mondial, etc. Et à un moment donné, sur la compétition, il y a 2 tournois. Il y a les poules et il y a les matchs à élimination directe. Ce qu'on veut, c'est le nombre de points et sortir. T'es premier, t'as 7 points, tu sors. Et c'est ce que je retiens. Effectivement, défensivement, c'est perfectible, parce que dès qu'il y a un ballon derrière la défense, c'est danger. Mais les faits sont là. Premier, pays hôte, 7 points. Tu passes et tu vas jouer un meilleur 3e. Moi, c'est ce que je retiens et je pense que c'est ce que tous les Camerounais vont retenir. Et c'est pour ça, effectivement, que je comprends qu'on en veuille à l'Algérie aujourd'hui, parce que l'Algérie, c'est factuel, dernier de la poule. Et attention, ce que les gens oublient, c'est que la Côte d'Ivoire a 4 points. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée à ce jour. Et donc la Côte d'Ivoire va vouloir battre l'Algérie. Donc ça va être un vrai test. Ça va être un vrai test. Allez, Boula. Moi, je viens de dire un truc sur l'Algérie. Je pense que depuis 4 ans, Jamel, il a fait un travail extraordinaire. Il le disait, Samir. En termes d'image, je reviens à ce que disait Samir aussi, parce que c'est quand même un point très important de construire une équipe nationale qui est pas évident à construire, surtout avec les pays africains, parce que c'est très délicat entre 2 cultures, entre la culture qui est en France et la culture qu'il a réussi à composer, ces 2 composantes équipe nationale. Je trouve que c'est un travail de fou que Jamel a fait. Maintenant, aujourd'hui, on est sur une défaite. Pour moi, c'est une défaite positive. Parce que quand tu construis une équipe nationale, tu la construis sur le négatif et sur le positif. Le fait qu'on perd, c'est que mentalement, il y a un réel problème, surtout au niveau des joueurs, au niveau de la gestion, de leur propre gestion, de leur vie privée ou de leur façon. Moi, je sais qu'il y en a 4-5 qui étaient à Dubaï, avant la Coupe d'Afrique. Après, Jamel, il peut pas gérer cette image de joueur où à un moment donné, c'est tous les joueurs. Et après, le problème des équipes nationales, surtout des pays africains, quand on voit aujourd'hui le fiasco que la FIFA nous a mis, le coup de pression que la FIFA a mis pour mettre les joueurs en disposition, ils ont voulu annuler la Coupe d'Afrique. Et je trouve ça anormal qu'à chaque fois on est toujours désavantagé pour préparer notre propre Coupe d'Afrique. Les joueurs, les équipes nationales, ils ont récupéré les joueurs 4 jours ou 5 jours avant que la Coupe d'Afrique commence. Alors dis-nous comment on peut se préparer psychologiquement pour préparer une Coupe d'Afrique dans le haut niveau. Le Maroc, alors, pareil. Peut-être il a la réponse. Hervé, on l'écoute. Hervé. Bonsoir Bilal et bonsoir à mes camarades autour de la table. Je vous ai écouté en venant. Alors
je vais essayer de synthétiser un peu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Samir. Ouais. Quand il disait que l'Algérie peut jouer ce match-là 10 fois, elle le gagnera 9 fois. Ouais. Enfin, moi, quand je vois les deux matchs de l'Algérie, la question que je me pose, c'est qui a marabouté l'équipe d'Algérie? Parce que non, sincèrement, je plaisante, mais franchement, ils jouent vraiment de malchance. Ah, selon toi. Oui, franchement, tu regardes le match qu'ils ont fait contre la Sierra Leone, ils ont un paquet d'occasions qu'ils n'arrivent pas à mettre au fond. Moi, je me demande est-ce que il n'y a pas eu une perte de confiance, si le doute n'a pas commencé à gagner l'équipe d'Algérie depuis le match nul contre la Sierra Leone. J'ai un peu l'impression que depuis ce match-là, ils ont un peu la tremblote. C'est-à-dire les gestes qu'ils faisaient avec assurance, ils les font avec un peu plus de doute. Ils les font avec un peu plus d'incertitude. Et ça se ressent sur la prestation collective des hommes de Belmadi. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'était par rapport à ce que disait Wesley. Dans le sens où, hormis le Nigeria, la plupart des têtes d'affiche ne déploient pas un jeu attrayant. Enfin, moi, à part le Nigeria, je m'ennuie quand même assez fermement en regardant aussi bien le Cameroun qu'en regardant l'Algérie. Le Maroc est efficace, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Et la troisième chose que disait Boula, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Boula, je lui remets la médaille, quand il disait que c'est, inacceptable qu'on prépare une compétition internationale et que t'aies des sélections qui récupèrent leurs joueurs 5 jours, 6 jours avant le début de la compétition. Même 2 jours. Même 2 jours. Quand on sait en plus les conditions climatiques dans lesquelles se dispute la Coupe d'Afrique, t'as des joueurs qui jouent en Europe sous au moins 2 degrés, qui se retrouvent à jouer à 35 degrés à 14 heures. C'est quand même assez inadmissible. Donc encore une fois, ça pose question sur l'organisation autour de la CAN. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment se pencher en profondeur. Ouais, football intelligence Feninga, c'est Yazid qui nous dit. Si je ne me trompe pas, l'Algérie, tu joues 10 fois le match, tu le perds 10 fois. Avant l'Algérie sur le même terrain. Ouais. Ah oui, si, à chaque fois. Alors écoute-moi, alors je t'explique. Dis-moi dans quel état, Oula. On va revenir. On va revenir sur l'Algérie, c'est promis. On parlera aussi de la Sierra Leone, sans oublier les aigles de Carthage. Voilà, dans cette émission, on a du temps. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, il est 20h21, toujours avec Wesley, Hervé qui nous avait rejoint, Samir, Boula et sans oublier Juan José. On revient à toi, Boula, avec l'Algérie. Et oui, ça fait tant parler l'Algérie. On aimerait voir l'Algérie. J'allais dire au prochain tour, oui, pour les matchs à élimination directe. Moi, personnellement, je suis pas inquiet. Ouais, il est pas inquiet, Boula. Il y en a pas mal qui sont inquiets. Après, c'est vrai, pour que le peuple, ils sont peut-être, aujourd'hui, ils sont un petit peu tristes, mais bon, après, dans le côté triste, à un moment donné, t'es dans une situation que t'as encore un gros match à faire. T'as une finale à faire contre la Côte d'Ivoire. Et après, il y a la Coupe d'Afrique, mais moi, je regarde pas. Moi, quand je regarde la défaite, je regarde les matchs qui vont suivre derrière, comme les 2 matchs de la Coupe du Monde. Parce que là, on s'arrête sur la Coupe d'Afrique, je suis d'accord. Mais Jamel, dans sa tête, il a la gestion de finir sa Coupe d'Afrique et de faire le mieux possible pour la Coupe d'Afrique. Mais après, t'as une Coupe du Monde derrière, t'as 2 matchs. Et je reviens à Hervé, ce qu'il disait. Il a raison sur les deux matchs qu'il fait. Mais je pense que la faiblesse de ce côté-là, elle est arrivée contre le Burkina. On a eu un petit peu de mal contre le Burkina aussi. Ouais. Alors, est-ce que j'ai compris ce que tu as dit là? Tu viens de dire que le champion d'Afrique en titre, celui qui a gagné la Coupe arabe cette année, le grand favori, et tu viens de nous dire que son entraîneur a la tête ailleurs. Ouais. Non, tu as dit il a envie de finir avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Tu veux faire une recommandation de l'Algérie et tu viens de dire que son entraîneur a la tête ailleurs. Et qui pense en qualification. Là, il y a un problème. La grande nation, tu l'as sur un travail, tu l'as pas sur une défaite. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de... Non, mais par rapport à ce qu'il a dit. Mais ça, ça, les problèmes, c'est que les médias, eux, ils sont payés pour à un moment donné critiquer au moment voulu, voilà. Il y a dans les médias et tu critiques ce soir aussi, hein. Mais je critique pas. Ouais. Arrête, Boula. Au contraire, derrière une défaite, pour moi, il y a des solutions à trouver. Et je sais que Jamel, il va les trouver. Ouais, on l'espère. Allez, Samir, peut-être. C'est vrai que sur 12 mois, c'est vrai qu'il y a plusieurs objectifs différents. Alors? D'accord, effectivement. Il a plusieurs ambitions différentes sur la même année. Par contre, comme Wesley le disait, sur les émotions qu'il y a sur le banc de touche, etc., je vois pas un Jamel Belmadi qui a la tête ailleurs. Le mec, il est à fond dedans sur le banc. Il vit ses matchs en direct. Et je suis pas sûr que compétiteur qu'il est,
il a envie de faire le nul contre la Sierra Leone. Je suis pas sûr que compétiteur qu'il est, il a envie de perdre contre la Guinée. Non, il a pas perdu parce qu'il a tête ailleurs. C'est pas pour ça. Je pense que le problème est ailleurs. Maintenant, c'est vrai que sur 12 mois, il a 3 grands objectifs et que malheureusement, faut le régler. Et ça, c'est la question que je posais tout à l'heure à Juan, qui est difficile à répondre. Tu vois, la défaite hier contre la Guinée, où est-ce que le problème, il était vraiment? Ça, c'est une question très importante. Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'on va critiquer les infrastructures, la pelouse? Est-ce qu'on va critiquer l'état d'esprit des joueurs? Est-ce qu'on va critiquer les choix du coach? Qu'est-ce qu'on va taper en premier, en fait, sur cette sélection? Et moi, aujourd'hui, je le disais à Wesley, j'ai du mal, après 35 matchs sans défaite, à leur en vouloir. Ça allait arriver, voilà. Ouais, malheureusement, certainement que ça arrive pas au meilleur moment. Il reste un match jeudi. L'Algérie, attention, est capable du meilleur comme du pire. Ils peuvent taper la Côte d'Ivoire tranquille, jeudi. Ils peuvent taper la Côte d'Ivoire tranquille et passer au prochain tour. Mais ça devait arriver, c'est arrivé là. Voilà. Je pense que c'est une défaite importante, c'est une défaite constructive. Je pense que ça servira au groupe. Allez, moi je voulais revenir sur quelque chose. En fait, c'est peut-être une transition. Moi, je voulais parler du fait que aujourd'hui, battre n'importe quelle équipe africaine, c'est compliqué. Ah bah justement. C'est compliqué. Ça veut dire que là, on tape sur l'Algérie parce que voilà, c'est the favori, etc. Mais si on prend les matchs, et j'ai regardé beaucoup de matchs sur cette CAN, Sénégal, Zimbabwe, ils ont galéré comme pas possible, le Sénégal. Tu prends tous les matchs, t'as l'équipe qui est annoncée comme la petite équipe, qui se crée des occasions dangereuses et qui peut gagner et fermer boutique. Ah ben justement, Wesley, la transition elle est parfaite et elle est bien faite. On va parler justement de la Côte d'Ivoire avec la Sierra Leone. Time Sport. Le duel. Les Sierra Leonais justement égalisent à quelques secondes de la fin du match. On le rappelle, le score 2 buts partout. Et là aussi, un match assez difficile. Wesley. Bien sûr, et qui l'eût cru, parce que la Côte d'Ivoire, malgré tout, parmi les favoris ou sous-favoris, il y a des gros joueurs. Il y a des gros joueurs dans la sélection ivoirienne. Qui aurait dit que la Côte d'Ivoire n'allait pas battre Sierra Leone, et surtout une égalisation en fin de match de la part du Sierra Leone. C'était imprévisible. Donc ça montre encore une fois que les matchs de la CAN, il y a pas mal de nations, c'est leur première participation, etc. Donc quand ils jouent, on sent que c'est au-delà du football. On a l'impression. Ouais, mais même au-delà du football, c'est un peuple qui est derrière. Ça dépasse le cadre du football. Moi, j'ai des amis comoriens. Ils sont, même s'ils ont perdu les 2 premiers matchs, ils sont en sélection. Les mecs, ils veulent mourir sur le terrain pour la nation. Donc, forcément, en termes de motivation, à un moment donné, le joueur qui arrive, c'est comme des fois, t'es pro, tu joues en Coupe de France contre un petit club. Des fois, tu sous-estimes peut-être l'adversaire. Et ce petit manque psychologique, sur 90 minutes, tu le payes. Ça fait la différence. Hervé Boula. Moi, le problème, c'est que regarde, quand tu vois que la Sierra Leone, elle fait 2-2 contre la Côte d'Ivoire. Alors, ça veut dire que faut pas les sous-estimer. Bien sûr. Ils font un bon résultat contre l'Algérie. Ils confirment contre la Côte d'Ivoire. Ils rencontrent quand même 2 équipes. Clairement. Des grands d'Afrique. Bien sûr. Ils font un résultat contre l'Algérie, qui est champion d'Afrique. Et ils font un résultat contre la Côte d'Ivoire, qui est aussi champion d'afrique il y a peut-être 4-6 ans, je sais pas. Ouais, mais qui est en tout cas une grosse équipe africaine. Voilà, c'est une grosse équipe africaine. Alors, moi, il y a un truc, il y a un truc qui me fait chier dans le football, c'est quand je vois la Sierra Leone faire un deuxième résultat, faut arrêter de dire, c'est spécial la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Aujourd'hui, t'as des joueurs, ils ont très très peur de la Coupe d'Afrique. Ils ont peut-être pas le courage. On va en parler. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu gagnes pas une Coupe d'Afrique quand tu joues pour une nation africaine et quand tu vas jouer en Afrique, c'est pas quand tu vas jouer en Europe. T'es pas protégé par l'arbitrage, t'es pas protégé par plein de détails. Il y a quand même eu pas mal d'éditions de Coupe d'Afrique. Il y avait des arbitrages maison, Boula. On va tant mieux que tu me dis ça. Voilà. Voilà, donc moi je suis juste en train de me demander s'il y a pas tout simplement un nivellement par le bas qui est pas forcément propre à la CAN mais qui est aussi inhérent aux autres compétitions internationales, que ce soit la Coupe América ou même l'Euro. Je pense qu'il y a un nivellement par le bas au niveau des équipes nationales. Comme je disais tout à l'heure, je vois à part le Nigeria et encore je vois aucune équipe qui se détache. Après, est-ce qu'on peut pas se demander si ce nivellement par le bas il n'est pas également dû, comme je disais tout à l'heure, aux conditions climatiques, à la pelouse. Enfin, je veux dire, quand tu vois la pelouse de Côte d'Ivoire, Sierra Leone,
c'est un champ de patates, tu vois. Ouais, même des champs de patates, arrête. même à chaque fois tu me parles de champs de patates. Allez, on va lui couper le micro. Non, mais même le stade à côté de chez moi, il est en meilleur état que la pelouse Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Enfin, non, franchement, je dis ça sur le coup de l'anecdote. Mais vraiment, ça handicape des sélections, les champs de patates. Quand t'as des sélections, les mecs techniques, qui jouent un beau jeu, t'as des sélections qui jouent en mouvement, qui jouent technique, qui jouent rapide, qui ont l'habitude de faire des attaques placées, des attaques rapides. Quand tu as un champ de passage, tu peux pas le faire. Mais oui, c'est Bilal. À un moment donné, il faut essayer d'être sincère. T'as des mecs comme certains des joueurs algériens, certains des joueurs nigérians, certains des joueurs ivoiriens qui sont habitués à jouer sur des billards chaque week-end. Ils viennent en Afrique, au Cameroun, qui a eu 2 ans pour préparer la CAN, et ils jouent sur des champs de patates. Je vais même pas parler des stades. Il y a plus de personnes sur le studio de Time Sport que dans les stades. Les stades sont vides. À un moment donné, il faut se poser des questions. Enfin, moi, t'es joueur de foot. Tu joues dans des conditions pareilles. Ça te donne pas forcément toujours envie de te dépasser. Les billets un petit peu chers. J'avais entendu Wesley. Surtout ça. Alors, mais après, après. Non, mais après, pour petite parenthèse, au Cameroun, le souci, c'est qu'ils ont voulu autoriser que les gens vaccinés à rentrer au stade. Il y a que 6% de la population qui est vaccinée, donc forcément, c'est un delta. C'était une des conditions pour qu'elle se déroule. C'était une condition imposée par la FIFA. On va l'écouter avant de rejoindre les aigles de Carthage. Toujours le même problème, c'est la FIFA. Arrête avec la FIFA. C'est sympa. Sur la Sierra Leone, alors la première des choses, on parle d'elle à cause d'un gag. Parce que si on parle d'elle, c'est parce qu'elle a arraché à la 94e minute ce but. Je sais pas comment l'appeler, c'est un gag. Sinon, on parle pas d'elle aujourd'hui parce que c'est pas du tout la grande favorite. Alors quelque part, la Sierra Leone, ça m'a rappelé l'Islande 2016 en France. Ah ouais. Ils ont quart de finale. Ils sont vachement sympas. Ils sont tout donnés. Ils sont très sympas. Le public est avec eux. Mais à un moment donné, ça commence à nous embêter. Mais non, il y avait la France qui était là pour les éliminer. Mais si la France avait été éliminée, on l'aurait vu. La Sierra Leone, c'est l'Islande 2016 en France. Ou la Grèce. La Grèce. Non, mais la Grèce 2004, c'était un gag. La Grèce 2004, c'était vraiment un gag. La Grèce 2004, c'était toujours un gag, mais ils sont là. Non, mais la Grèce n'est plus là depuis 2004. Ils n'ont rien fait depuis. Non, mais c'est ça. Mais la Sierra Leone, encore une fois, ce qui s'est passé hier est quand même étonnant. Parce que ce but marqué à la dernière minute, c'est incroyable. Ça n'arrive nulle part. Donc, ce n'est pas non plus une grosse nation. Donc, malheureusement pour eux, peut-être on gardera un œil de près sur la Sierra Leone. Son aventure va s'arrêter là, mais c'était sympathique de le voir jouer. Allez, les aigles de Carthage, on termine. Sport. La troisième mi-temps. Et justement, battu dans l'incompréhension. Eh oui, Wesley. Dans l'incompréhension générale face à la sélection malienne. Pour son premier match, la Tunisie s'est vengée. Et oui, sur la Mauritanie, 4-0. Mais c'est ça, tu sais, regarde, là, ce qu'on va faire, on va se mettre à l'intérieur du groupe tunisien. Ils avaient leur facteur motivation, etc. Mais ce qui leur est arrivé contre le Mali, les mecs, ils ont envie de tout casser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le groupe tunisien a gagné en cohésion après l'incompréhension du match contre le Mali. Et là, on avait une équipe revancharde. Et je pense que même sur le 3e match, ils vont avoir encore ce truc qui va les stimuler. Et je pense que en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une nation qui est respectée, mais pas très, très attendue. Tu vois, sur cette CAN-là. Et du coup, t'avances sans vraiment trop de pression. Et je pense que c'est quelque chose qui peut leur permettre d'aller au bout. On a vu plein d'équipes, que ce soit la Zambie, même l'Algérie 2019, elle n'était pas archi favori. Et du coup, je pense que la Tunisie, vraiment, aura son mot à dire. Pareil, sans forcément être brillant. Ils font ce qu'ils ont à faire dans les duels. Parce que la CAN, c'est quoi? C'est les duels. On va pas se mentir. Faut être fort dans les duels. Et c'est pour ça, des fois, il y avait un delta sur les sélections maghrébines et subsahariennes. Parce que des fois, sur l'aspect physique, il y avait un décalage. On disait que, tu sais, les équipes maghrébines jouaient mieux au ballon et que les équipes subsahariennes étaient un peu plus physiques. Mais tu regardes les nations maghrébines aujourd'hui, c'est costaud. Et je pense que la Tunisie, tout comme le Maroc, sur cette CAN, ils ont leur mot à dire. Alors, Samir, Hervé, messieurs. Oui, après je rejoins Wesley là-dessus, c'est que pour en revenir sur cette fameuse équipe tunisienne, moi de toute façon depuis le début, je me tue à dire que certainement cette CAN démarra en 8e de finale. Depuis le début, je dis ça. Je pense que le démarrage de la CAN est en 8e. Bon, ça je le dis depuis la première journée. Maintenant, pour en revenir à la Tunisie, attention. Sportivement, on saura jamais évidemment, puisque le match s'est arrêté avant, mais je suis quasi convaincu que même si le match finissait à la 95e minute, la Tunisie perdait 1-0 contre le Mali. Sportivement, le Mali l'emporte. Il y a rien là-dessus, on s'en fout.
Maintenant, ce que c'est quand même dit Wesley, on a assez critiqué le fait d'arbitrage, etc. On l'a allumé, mais abusé. Mais je pense que même si tu rajoutais 4 minutes de plus, je parlerai même pas de l'arbitrage, je parlerai du président de la CAF, moi. Oui, aussi, mais ça entre les terrains, l'arbitrage et tout ça, on a balayé tout ça, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que dans tous les cas, j'étais pas là, mais le Mali aurait gagné 1-0 ce match. Maintenant, évidemment, ne me prêtez pas de mauvais procès d'intention, hein. La Mauritanie, c'était pas non plus le Brésil, d'accord. Bien sûr. Attention, j'ai beaucoup d'affection pour les Comores, la Mauritanie. On respecte énormément, mais la Tunisie n'a pas eu en face le Brésil de je sais pas d'où. Non, c'était archi logique qu'ils gagnent ce match. Ils l'ont bien fait, ils ont fait le travail. Bravo, ils ont respecté l'adversaire, ils ont fait le travail. Par contre, je suis vraiment curieux de voir la Tunisie en 8e de finale contre une sélection vraiment solide. Et là, on va voir ce que vaut la sélection tunisienne, et peut-être on ira dans le sens de Wesley. Peut-être qu'effectivement, ça peut être un bel outsider. Il y a des joueurs de très bon niveau. C'est vrai que tu peux mixer la tactique, le physique et la technique avec l'équipe tunisienne. Attention à la Tunisie, c'est vrai, je suis d'accord. Mais maintenant, après 2 matchs, j'ai du mal à me dire, avec ce qui s'est passé avec le Mali et la Mauritanie qui était vraiment inférieure, j'ai du mal à positionner la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc je suis impatient de voir ces 8e de finale. Hervé, avant la dernière pause. Je dirais que les Tunisiens. Pour moi, les Tunisiens font figure un peu d'outsider. Après, comme le disait justement Samir, on n'a pas assez de données sur cette équipe-là pour vraiment se positionner, pour vraiment savoir ce que ça peut donner en phase finale. Moi, pour l'instant, j'attends. Ah, des chances, la Tunisie. Voilà. Ils ont su gagner un match que n'a pas forcément gagné l'Algérie contre la Guinée ou contre la Sierra Leone. Bien sûr. Ils ont su être solides, ils ont su être sérieux, être pragmatiques. Maintenant, je trouve que ça manque un peu de qualité devant. Oui. Je trouve que l'attaque tunisienne, ça manque un peu de qualité devant comparé un peu à ce qu'on peut trouver au Sénégal et au Nigeria et même à l'Algérie, même s'ils n'ont pas trouvé le chemin de début jusqu'à présent. Voilà, je mets un petit point d'interrogation sur l'attaque. Est-ce que lorsqu'ils vont rencontrer de plus fortes oppositions, est-ce qu'ils auront la même efficacité? Alors, je partage votre avis sans aucun doute. Maintenant, c'est face à la Gambie. Face à la Gambie, on verra si vraiment ils sont des outsiders ou pas du tout. Là, il va falloir montrer des tripes. C'est là où il va falloir montrer effectivement s'ils ont quelque chose. Sinon, on ne l'aurait pas mis de toute façon parmi les 5, 6 ou 7 nations qui allaient se qualifier. Direct et tout qui a mis à... Donc, attends voir pour la Tunisie. Peut-être que dans quelques jours, on dira, c'était un raté quand même. Pourquoi pas? On espère en tout cas. Et oui, cette qualification, des Tunisiens, on va revenir. Chère auditrice, chers auditeurs de Beurre FM, avec Karim Benzema. Et oui, ce Français qui fait-on rêver, selon certains, ou encore il fait-on rêver Yanis, notre réalisateur, mais aussi Hervé. Vous restez avec nous, c'est la dernière partie de l'émission. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Tour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Wesley, de Juan Trossé, Hervé, Samir et sans oublier Boula, le 01 53 48 3000. Et oui, si vous voulez réagir concernant le joueur star, phare aussi de la bande à Didier Deschamps, et oui, avec le magnifique sourire d'Hervé, on veut parler de Karim Benzema. Alors on y va. Time Sport, le mode pressing. Il ne m'a pas empêché, je cite Boula, d'être la meilleure version de moi plus tôt. Nous avons gagné, Wesley, beaucoup de titres et je me suis fait grave plaisir. Penser comme ça, c'est penser de façon individuelle. J'ai gagné toutes mes Ligues des Champions, Juan Trossé avec lui, de nombreux championnats. Nous avons mis je ne sais combien de buts. Nous faisons partie du trio Magic avec Gareth Bale. Il y a beaucoup de très bons points et je n'en vois aucun de noir, a expliqué le buteur français pour nos confrères de l'équipe. Juan Trossé, Karim Benzema, le joueur le plus titré de l'histoire. 28 titres dans une carrière qui n'est pas finie. C'est vrai qu'il a 34 ans et donc il va encore le temps de faire des belles choses. Dans 20 titres gagnés avec le Real Madrid. Faut-il le signaler? Il est arrivé à Madrid, vous vous souvenez, c'était 2009. Et il n'a coûté que 35 millions, si on peut dire. 35 millions en 2009. De Lyon à Madrid. Voilà, il arrive de Lyon. Il avait déjà gagné 3 ou 4 Ligue 1 avec Lyon. Et là, il a confirmé. Il est passé par Mourinho, Zidane, Ancelotti, Benitez, Lopetegui et tous les entraîneurs. Absolument tous les entraîneurs ont dit qu'il était un joueur indispensable à leur système de jeu. Aujourd'hui, Karim Benzema, c'est quand même 303 buts marqués avec le Real Madrid. Que faut-il dire? Signe que
la France a raté un grand joueur pendant 6 ans quand ils l'ont exclu de l'équipe nationale. Et tu l'as toujours dit, Juan José, c'est vrai. Au micro notamment de Beurre FM. Oui, Hervé, Samir, Karim Benzema, Boula avec Wesley. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter sur Karim Benzema. La comparaison peut-être on va faire avec les autres attaquants français. Le respect, l'admiration, il a pratiquement tout gagné en club. 4 Ligues des Champions, je ne sais combien de championnats. Non, franchement, au-delà du palmarès qui parle pour lui, on va pas se le répéter, mais depuis 2 saisons maintenant, il est vraiment rentré dans une dimension incroyable. Franchement, c'est devenu le playmaker. Enfin, moi, il m'épate. Sincèrement, moi, il m'épate. Je pensais pas qu'après le départ de CR7, qu'il prendrait une telle dimension et il est là au sein du club. Aujourd'hui, il fait l'unanimité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Rappelons au Real Madrid, on lui a souvent mis des attaquants de concurrence, Higuaín, Morata et tant d'autres. Je me souviens même d'Adebayor à l'époque de Mourinho. Il a toujours su faire son trou, il a toujours su écraser la concurrence et se maintenir au Real Madrid. Franchement, moi je peux être qu'admiratif du parcours de Karim Benzema. Au Real. Alors. Et il risque en plus de remporter un 21e trophée vu que le Real possède 13 points d'avance. Non, 5 points d'avance sur Séville, mais 13 sur l'Atlético. Avec la Liga. Wesley, Samir, Boula. Moi j'ai un truc à dire sur Karim Benzema. Quand tu parles de 6 ans, je pense que c'était plus un problème politique. Quand tu dis comment que ça se fait que 6 ans, mais après il y a toujours le pourquoi qu'ils l'ont mis dans cette situation. Et comme tu as les présidentielles, pas longtemps. Le présidentiel. J'ai toujours la politique avec Boula. Elle est jamais loin. Il prépare les présidentielles. Au niveau de l'image. Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans le présidentiel, Karim Benzema? Je vais te l'apprendre. Au niveau mondial, il a une image mondiale au niveau sportif, humaine, dans le monde entier. Il était temps, quand même, il y a les présidentielles qui arrivent. L'image de Benzema, il est fait pour l'équipe de France. On a compris qu'il y a la Coupe du Monde 2022 aussi qui arrive. Tu regardes, pour moi, ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour les dernières présidentielles, du coup, vu qu'il a été absent pendant 6 ans. Mais non. Mais moi, tu peux donner ton point de vue. Et là, le sien. Boula, le sien. Moi, j'ai le mien. Samir aussi. Quand José, moi, je réponds à José. Comment que ça se fait qu'on le met tricard 6 ans? Le mec, il est en haut de l'affiche, on le met tricard 6 ans. Non, mais c'est un raté. C'est un raté pour la France d'avoir mis à l'écart l'un des meilleurs ou le meilleur attaquant de l'histoire de France. Mais le football, ça reste un grand vecteur politique. Et c'est ça. Je ne néglige pas. Quand je regarde, quand on parle de Benzema, quand je vois aujourd'hui, il y a un mec qu'on parle pas de lui, et il a mis un but venu d'ailleurs encore hier, au Betis. Nabil Fekir. Et c'est vrai qu'on parle de Benzema. Mais par contre, t'as un mec qui s'appelle Nabil Fekir qui est en train de tout exploser. Et il a prolongé d'ailleurs. Qui a prolongé jusqu'à 2026. Et le Betis a mis le paquet pour qu'il le prolonge. Et aujourd'hui, quand tu regardes les médias français, quand je dis à Daniel Riolo, je dis c'est quoi qui vous dérange? On est médias français. Daniel, on le laisse où il est. C'est nos confrères d'RMC. Tu es le Daniel aussi de Beurre FM. On a toujours le même problème avec ces profils de joueurs. Je pense que tu mélanges un peu les genres et les débats. On est sur Benzema et il parle de Benzema. Et aussi d'autres joueurs. Je vais laisser la parole. Allez Samir, et on va voir Wesley aussi. Il y a 2 points sur quoi je vais accentuer sur Karim Benzema. Vas-y. Je pense que on est tous un minimum assez bon dans l'analyse du joueur, donc on va pas dire que c'est un bon joueur sur le terrain, qu'il est important pour le Real Madrid, on le sait depuis des années. Bien sûr, Boula, qu'il est indispensable pour l'équipe de France. Bien sûr que c'est pas juste qu'il ne soit pas depuis 6 ans. On le sait, Boula, ça. Moi, il y a 2 choses. Pour rajouter quelque chose un peu de différent sur le cas Benzema, c'est que je pense que tous les joueurs qui sont en centre de formation aujourd'hui devraient s'inspirer sur ce joueur-là. Pour 2 choses. Wesley, il est d'accord. La première des choses, Juan José a dit que, et Wesley, il me semble, qu'il a été mis en concurrence, etc. Et que, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne chez Benzema, c'est que il a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale. Et qu'en fait, il a eu l'intelligence, d'adopter son jeu, d'adapter son jeu en fonction, pour être complémentaire avec ces joueurs-là. Et ça, il faut avoir un certain QI football pour savoir le faire. Tu me mets n'importe quel autre attaquant, il va peut-être pas savoir être complémentaire avec ces 2 joueurs-là. Karim Benzema a su le faire. Et en fait,
à travers les saisons, il a traversé les saisons, il a su le faire à chaque fois. L'intelligence de jeu qu'il a est exceptionnelle. D'être complémentaire avec Cristiano, avec Gareth Bale, c'est très très fort ce qu'il a fait. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est la capacité mentale qu'il a eue à traverser les époques par rapport aux affaires qu'il a eues. Boula nous parle aussi de Mourinho. Avec ce que Boulaye disait, etc. Ouais. Pour toutes ces raisons-là, j'admire ce joueur. Et pour moi, pour toute la jeunesse, il faut s'inspirer du cas Benzema pour justement éviter les erreurs qui s'est passées à travers ce joueur-là et justement progresser dans le football, parce que ce qu'il a fait, c'est immense. Et je parle même pas du terrain. C'est incroyable. Wesley, en termes je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit, mais c'est difficile. J'admire Karim Benzema dans le sens où je pense qu'il a énormément appris aux côtés de Ronaldo dans l'aspect en dehors du terrain. Comment je me prépare, comment je travaille certains muscles, etc. Il est d'accord. Voilà, parce que aujourd'hui, ce que je vois chez Karim Benzema, c'est cette envie de répéter les hautes prestations. Et à chaque match, ce que fait Karim Benzema, là, on est impressionné. Il va encore plus nous impressionner. Et limite, j'ai l'impression que on est tous, alors je vais pas dire surpris, on est tous admiratifs, mais je pense que Karim Benzema, là où il est aujourd'hui, il savait qu'il allait y arriver. Je pense que le niveau qu'a atteint Karim Benzema, je pense que c'est là ce qu'on voit de Karim Benzema, c'est comme à Lyon en arrivant, il disait Wiltord et tout, je vais prendre leur place. Merci de le rappeler, Wesley. Voilà, à une échelle mondiale, je pense que Karim Benzema savait qu'il avait, et l'autre fois, voilà, avec Steven Chico, qui est 87, on a fait une émission, là, à la Family Football Club. On salue d'ailleurs. Et ben, Steven Chico, il disait, quand ils ont gagné la génération 87, l'Euro, avec Nasri, Menez et tout ça, Benzema, il est pas titulaire à ce moment-là. Benzema, les stars, c'est Ben Arfa, c'est Menez, c'est Nasri, Chico, El Mourabel, etc. Et ben, quand Nasri et Menez et tout, ils ont été surclassés pas longtemps après l'Euro, Benzema, il était encore avec la génération 87 et il disait à Steven Chico, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir ce que je vais faire, je sais le talent que j'ai et tout. Et quand je le vois aujourd'hui, je suis pas surpris. Dans la progression de Benzema, il s'est pas fait tout seul. La première des choses. Alors, et là, je souhaite marquer le coup, c'est que il est le joueur qu'il est parce qu'il est à Madrid. Je m'explique. Il arrive à 21 ans à Madrid. Il a 34 aujourd'hui. Effectivement, il a été pouponné par le Real Madrid et par Florentino Pérez, puisque c'était Florentino Pérez qui est allé le chercher. Mais il n'y a pas que le cas Benzema. Il y a le cas Varane, je sais qu'il n'est pas boulé à trop Varane. Mais il y a eu le cas Varane aussi, très jeune arrivé à Madrid, qui a été pouponné à Madrid et qui est devenu quand même un grand joueur. Il y a le cas, il y a le cas des joueurs qui avaient déjà une grosse technique, qui était reconnue mondialement, c'est Kroos ou Modric, qui ont 35 ans, qui sont à un très grand niveau et qui sont toujours pouponnés par le Real Madrid. D'ailleurs, Modric va prolonger encore d'un an à 35 ans avec le Real Madrid jusqu'à 2024. Donc il y a une politique dans certains clubs, et notamment les clubs espagnols, du côté de Madrid, notamment avec Florentino Pérez, d'aller chercher des jeunes et de les accompagner, pas de les laisser tout seuls. Mais c'est le cas aussi à Barcelone, pendant un certain nombre d'années. Barcelone. Alors, des réactions avec le Boula aussi. On veut tous parler. Alors, Boula, on va revenir à Samir et à Wesley. C'est pour ça que je voulais prendre la parole. Et je suis content parce qu'on parle de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale. Oui, c'est Cristiano, hein. Boula, il appelle Christian. Mais vas-y, Boula. Vas-y, y a pas de problème, Boula. Vas-y, juste je le dis pour les auditeurs. Non, je taille pas. Boula, je suis sérieux. Parce que des fois, on me demande, mais pourquoi Boula me dit Christian? Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Real ou quand tu regardes le Bayern, que ça soit Ribéry au Bayern ou Benzema au Real, il y a un aura de club. Il y a une psychologie où humainement et sportivement, tout est lié avec. Il n'y a pas de politique là-dedans. Dans ces clubs-là, il n'y a pas de politique. Et la réussite de Benzema, elle est liée à la mentalité du club. Parce que c'est bien de dire qu'on parle des grands joueurs, mais cet ADN, qui c'est qui la met? C'est ces clubs-là. Ils ont un aura de grands joueurs. Et ça, je m'en rappelle, Braida au Milan AC, quand il le prolonge encore, Braida, c'était sa tactique. Tous les anciens qui avaient 32, 33, 34, quand ils honoraient leur contrat, et ils n'avaient pas trouvé encore le remplaçant du vieux, le vieux, il fallait qu'il prolonge. C'est une mentalité dans les clubs. Et Benzema, il se trouve dans une mentalité, et je suis content qu'il a atterri au Real de Madrid, parce que quand tu regardes des joueurs de talent, ils auraient pu à un moment donné, et ça, Wesley, comme il est dans la gestion, à un moment donné, c'est pas évident de gérer des joueurs
et les mettre dans des situations comme Benzema. Et le voit, Samir et Wesley. On va revenir à Hervé, on va terminer avec toi. Alors Boula, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, alors sur ces institutions-là, vraiment bravo, parce que c'est une réalité, c'est Retrocé le disait ça aussi. se passe vraiment comme ça. Donc pour ça, bravo. Par contre, c'est vrai que tu as des joueurs qui sont pouponnés quand ils arrivent dans des clubs, mais pour moi, de toute façon, c'est une morale de la vie. Ça va toujours dans les deux sens. Et j'ai beau te pouponner comme tu veux, mais toi, faut que tu me rendes. Faut que tu me rendes l'investissement que je mette sur toi. Le cas d'Embélé à Barcelone, par exemple. Merci, Juan José, merci beaucoup. Ça, c'est honteux. Donc, là qui parlait d'Hazard. Donc du coup, pour moi, dans tous les cas, Boula, juste finis. C'est terminé, Boula. Et du coup, pour moi, peu importe ce que je te pouponne ou pas, tu as besoin de me rendre quelque chose. Oui, Et le contre-exemple, il existe. Le contre-exemple, il existe. Tu m'as parlé du Real Madrid, il existe avec Asensio, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. On reste dans la maison. Tu peux citer Asensio, il a été pouponné par Pérez. L'histoire, je l'ai lu de comment il a été il l'a vu quand il était petit, voilà. etc. Donc, et Asensio, est-ce que ça a donné ce que Benzema il a fait? Non. Donc il faut que le joueur aussi le rende. Et pour moi, ça c'est une morale de la vie de tous les jours. Ça va dans les deux sens. Voilà. Et pour revenir sur Benzema, moi, ce sur quoi je veux insister, parce que Samir en a parlé par rapport au fait que ce soit un exemple pour les jeunes, les choix de carrière. On l'a à un moment donné, il y a 5-6 ans, on l'annonçait partout, ceci, cela. Et Benzema, s'il a la carrière qu'il a, c'est parce qu'il a fait les bons choix. Et ça, c'est important de le souligner. Parce qu'on le voit jouer au Real, on pense pas qu'en coulisses, certains étés, c'était compliqué. Karim Benzema est l'exemple type du joueur qui fait une longue carrière parce qu'il fait les bons choix. Ça, c'est important de le rappeler. C'est vrai, et tu fais bien. Pas des clubs. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un bon choix parfois. Bien sûr. C'est vrai. Hervé, on va terminer avec toi, Hervé. D'accord avec mes collègues autour de la table. Il est jamais d'accord, Hervé. Notamment avec Juan José, quand tu dis qu'il a pourquoi été pouponné. Il a toujours joui, c'est vrai, d'une certaine cote de popularité auprès de Florentino Pérez. Oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas auprès de la presse, ni auprès des supporters. Moi, je me souviens combien de fois on a entendu les supporters madrilènes. Ni auprès de certains coachs. J'ai parlé de Florentino Pérez. Dire que je n'ai parlé que de Florentino il a caricaturé le nom Benzema en le traitant de Benzemalo, en disant mais comment ça se fait, on a un numéro 9 qui marque plus de 20 buts, ramenez-nous Kane, ramenez-nous Lewandowski, ramenez-nous Cavani. Combien de fois on a entendu les noms de ces grands joueurs revenir avec insistance lors des derniers mercato. Moi je pense que Benzema il a trouvé entre guillemets son apogée après le départ de Cristiano Ronaldo. Et pour rebondir sur ce que tu disais Wesley, moi ce que j'apprécie le plus avec Benzema, c'est que c'est l'un des rares joueurs qui après 30 ans continue à progresser. C'est-à-dire qu'il s'est remis en question en fait. Samir le soulignait, il s'est remis en question là où après 30 ans, les joueurs ont commencé à rester dans une forme de zone de confort, de se reposer sur leur laurier. Lui, t'as l'impression qu'ils cherchent toujours à exceller, à performer, à se surpasser, que ce soit physiquement, tactiquement, en termes d'intelligence de jeu, comme le soulignait très justement Samir, et même dans l'aspect personnel. Il dégage une forme de sérénité, une forme de zénitude qu'on ne lui percevait pas les années précédentes. On termine. C'est la fin de l'émission. C'est pas une anecdote, mais c'est quand même une info. Sergio Ramos, qui a été pouponné par Florentino Pérez, il est parti et il a été poussé à la porte par Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo a été poussé à la porte par Florentino Pérez. Florentino Pérez n'a jamais poussé à la porte à Karim Benzema. C'est fou. Jamais. Et c'est vrai qu'il a eu des moments difficiles, qu'il y a eu des clubs qui ont toqué à sa porte. Et Varane. Mais Varane, ça fait qu'ils l'ont pas gardé. Est-ce que tu me parlais de partir? Non, mais il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Ça se terminer. Le seul joueur qu'il a gardé depuis le début, c'est Benzema. Et pourquoi? Et ça, Karim Benzema. Parce qu'il a rendu. Ça correspondait au respect de Florentino Pérez. C'est un respect. Il oublie un paramètre. Alors lequel? Cristiano Ronaldo, après la finale qu'il remporte contre la Juve, le mec il veut être rémunéré, je sais pas combien de fois. Il a déjà eu une rémunération, une revalorisation salariale. Et le mec il dit je veux encore gagner plus de 10 millions. Ramos pareil, il voulait 2 ans de plus avec 15 millions par an. Tout comme toi. Il a dit non. Tout comme toi. Le mec on l'église au milieu du. Ces mecs-là ont été poussés vers la sortie parce qu'ils demandaient trop d'argent. Merci Boula, merci Hervé, Rotrocé. Merci aussi à Wesley de Family Football Club, qui nous passons le bonsoir, et aussi à Samir, notre consultant
Merci Samir. Ça a été assez sympa ce soir avec Wesley, avec les auditeurs, les auditrices, sans oublier Boula, Yanis, notre réalisateur, Juan Trocet et Hervé. On se donne rendez-vous dans Time Foot à partir de demain, 20h. Et non, c'est Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations. Eh oui, Hervé. Et là, on est total football, justement. Et on partira aussi, ce soir, on attend Vanessa avec Giovanni à 22h. Voilà. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net